Il y a des secrets si lourds qu'ils refusent de rester enterrés, même sous le marbre froid d'une tombe parisienne. Quand la trahison s'habille de soie et boit du champagne, la chute n'en est que plus brutale. Préparez-vous à plonger dans une toile de mensonges où les morts reviennent à la vie pour réclamer leur dû. L'histoire qui suit va vous tenir en haleine jusqu'à la dernière seconde. Camille était une femme lumineuse, professeure de danse contemporaine, dont le sourire pouvait illuminer les rues grises de Paris. Elle aimait aveuglément Laurent, un négociant en vin ambitieux et cruel, mais son monde s'est effondré lorsque Laurent l'a quittée pour Isabelle. Isabelle était la veuve d'Antoine, un riche philanthrope et vieil ami d'enfance de Camille, tragiquement disparu dans des circonstances mystérieuses. Juliette, l'amie pragmatique et cynique de Camille, refuse de laisser son amie sombrer dans le désespoir. Ce qu'aucune de ces femmes ne sait encore, c'est que la mort d'Antoine cachait un complot financier d'une ampleur terrifiante. Le deuil n'était qu'une mise en scène et le véritable cauchemar ne fait que commencer. Juliette poussa la lourde porte en chêne de l'appartement parisien. L'air à l'intérieur était étouffant, chargé d'une odeur de renfermé et de tristesse. Les volets étaient au clos, plongeant le vaste salon dans une pénombre lugubre. Sur le canapé en velours, Camille gisait comme une poupée désarticulée, les yeux fixés sur un mur vide. Ses cheveux bruns, autrefois si brillants, formaient un nid emmêlé sur le coussin. Juliette sentit une vague de colère et de pitié la submerger. Elle s'approcha à pas lents sur le parquet qui craquait sous son poids. Elle posa doucement sa main sur l'épaule de son amie. Camille ne tressaillit même pas. Elle semblait avoir quitté son propre corps, perdu dans un labyrinthe de souvenirs douloureux. La douleur de la séparation l'avait littéralement vidée de sa substance. Juliette savait qu'elle devait agir avec force. La douceur ne fonctionnait plus depuis des jours. Il fallait un électrochoc pour ramener Camille à la réalité. D'un geste brusque et déterminé, Juliette tira les lourds rideaux de velours sombre. La lumière crue d'un matin pluvieux sur Paris envahit soudain la pièce, révélant la poussière qui dansait dans l'air. Camille poussa un gémissement plaintif et remonta la couverture en laine jusqu'au-dessus de sa tête, cherchant refuge dans l'obscurité. Juliette ne céda pas. Elle s'agenouilla près du canapé, la voix vibrante d'une autorité sans appel. Elle menaça son amie d'appeler les urgences psychiatriques de l'hôpital Sainte-Anne. Elle décrivit avec une précision glaçante les murs blancs, les médicaments puissants et l'isolement total. La menace était cruelle, mais nécessaire. Juliette voyait bien que Camille se laissait mourir à petit feu pour un homme qui n'en valait pas la peine. Ce Laurent, avec ses costumes sur mesure et son sourire narquois, avait détruit la lumière de son amie. Juliette se promit de ne pas laisser ce lâche gagner la partie finale. Dans la cuisine moderne, Juliette tentait de préparer un repas avec les restes misérables trouvés dans le réfrigérateur. 3 œufs et un fond de lait suffiraient pour une omelette. Pendant que le beurre grésillait dans la poêle en cuivre, ses pensées dérivèrent vers la responsable de ce désastre, Isabelle. La veuve éplorait. Juliette se souvenait parfaitement de l'enterrement d'Antoine au cimetière du Père-Lachaise. Isabelle y était apparue comme une actrice hollywoodienne des années 50. Un voile noir en dentelle cachait habilement son regard, mais Juliette avait remarqué l'absence totale de larmes. Isabelle se tenait droite, majestueuse, absorbant les condoléances avec une froideur aristocratique. Moins de 40 jours plus tard, cette même veuve partageait le lit de Laurent. La transition était trop rapide, trop parfaite. Juliette cassa un œuf avec une violence soudaine. Il y avait quelque chose de profondément pourri dans cette histoire de deuil accéléré. Le bruit de l'eau coulant dans la salle de bain tira Juliette de ses sombres pensées. Camille avait finalement cédé et pris le chemin de la douche. C'était une première victoire. Juliette versa l'omelette dorée dans une assiette en porcelaine et sortit son téléphone portable. Il fallait extraire Camille de cet appartement qui transpirait les souvenirs de son mariage brisé. En quelques tapotements rapides sur l'écran, Juliette réserva 2 billets de train à grande vitesse pour Nice. La Côte d'Azur, le soleil de la Méditerranée, l'air salin, c'était le remède parfait contre la grisaille parisienne et la dépression amoureuse.
Elle savait que Camille allait protester, pleurer, invoquer son arrêt maladie. Mais Juliette était inflexible. L'amitié exigeait parfois de prendre les commandes de la vie de l'autre quand celui-ci n'avait plus la force de tenir le volant. La mère allait laver les blessures de Camille. Juliette en était absolument persuadée. Camille apparut dans l'encadrement de la porte, enveloppée dans un grand peignoir blanc. Ses joues avaient repris de petites couleurs sous l'effet de l'eau brûlante. Juliette lui annonça la nouvelle du voyage avec un ton qui n'admettait aucune réplique. Camille tenta de s'échapper, balbutiant des excuses pitoyables sur son manque d'énergie. Mais Juliette ouvrit la valise de son amie et commença à y jeter des vêtements. Son regard s'arrêta sur une robe en soie verte, élégante et audacieuse. Camille murmura qu'elle était encore une femme mariée, qu'elle n'avait pas le cœur à s'habiller ainsi. Juliette la fit taire d'un geste sec. Le mariage n'était plus qu'un morceau de papier froissé. Laurent se pavanait dans les restaurants étoilés avec sa nouvelle conquête. Pourquoi Camille devrait-elle porter le deuil d'une relation morte? La robe verte atterrit au fond de la valise. Le changement de décor était désormais inévitable et imminent. Le train filait à travers les paysages changeants de la France, laissant derrière lui les nuages gris du nord. Dans le wagon de première classe, Camille gardait les yeux rivés sur la fenêtre, son reflet triste superposé aux collines verdoyantes. Juliette l'observait en silence, repensant à sa propre lignée de femmes fortes. Sa grand-mère Marguerite n'aurait jamais toléré une telle faiblesse. Marguerite avait dirigé une usine textile dans les années 60, fumant des cigarettes brunes et tenant tête à des conseils d'administration masculins. Elle disait toujours que l'amour était une belle addition à la vie, jamais son fondement. Juliette avait hérité de ce pragmatisme féroce. Voir Camille s'effondrer pour un homme riche et narcissique lui retournait l'estomac. Elle se promit de rendre à son amie son indépendance intellectuelle et émotionnelle. La Riviera française serait le théâtre de cette renaissance obligatoire. L'arrivée à Nice fut marquée par une chaleur enveloppante et l'odeur caractéristique des pins maritimes mélangés au sel marin. Leur petit hôtel de charme, situé près de la promenade des Anglais, avait un problème majeur. L'ascenseur en fer forgé était en panne. Juliette maudit sa chance en regardant les 5 étages qui les séparèrent de leur chambre. C'est à ce moment précis qu'une voix masculine, grave et amusée, résonna derrière elle. Un homme d'une trentaine d'années, grand, avec une barbe parfaitement taillée et un sourire ravageur, leur proposa son aide. Il s'appelait Luc. Il portait des vêtements décontractés, mais visiblement chers, et dégageait une assurance tranquille. Avant même que Camille ne puisse bredouiller un refus poli, Luc souleva leurs lourdes valises comme si elles étaient remplies de plumes. Juliette remarqua immédiatement l'étincelle de curiosité dans le regard fatigué de Camille. Le destin venait de leur livrer une distraction parfaite. La première nuit dans la chambre d'hôtel fut difficile. Camille, rattrapée par ses démons, s'effondra en larmes en fixant l'écran de son téléphone. Isabelle venait de publier une photo sur les réseaux sociaux. Sur l'image, Isabelle et Laurent posaient devant un palace de Monaco. La veuve portait un immense bouquet de roses blanches légendant la photo de mots d'amour sirupeux. Camille pleurait de rage et d'incompréhension. Elle se demandait ce qu'elle avait fait de mal pour mériter un tel traitement. Juliette lui arracha le téléphone des mains avec autorité. Elle rappela à Camille que la beauté froide d'Isabelle cachait probablement une âme noire. Juliette força son amie à appliquer un masque de beauté sur son visage gonflé par les larmes. Elle lui ordonna de dormir et de se préparer pour le lendemain. Le lendemain, Camille porterait cette fameuse robe verte. Elle irait affronter le soleil et ce mystérieux Luc sans accorder une larme de plus à son ex-mari. La salle de petit déjeuner de l'hôtel baignait dans une lumière dorée. L'odeur du café fraîchement moulu et des croissants chauds flottait dans l'air. Camille portait la robe en soie verte. Juliette avait insisté pour qu'elle ajoute un peu de mascara. La transformation était spectaculaire. Camille avait retrouvé une élégance fragile, presque poétique. Luc était déjà attablé, lisant les nouvelles sur sa tablette. Juliette poussa littéralement Camille vers la table du jeune homme. Luc leva les yeux et son visage s'illumina d'un sourire sincère.
Il les invita à s'asseoir avec l'enthousiasme d'un vieil ami. Juliette laissa volontairement Camille gérer la conversation. Luc raconta qu'il travaillait dans le tourisme, organisant des circuits exclusifs, ce qui expliquait ses nombreux voyages. Sa voix était posée, son regard attentif. Pour la première fois depuis des semaines, Camille semblait captivée par autre chose que son propre désespoir. L'alchimie entre Camille et Luc était indéniable. Il parlait de ses voyages à Paris, décrivant la capitale avec une poésie inattendue. Juliette profitait de cet instant de grâce pour mettre en place une petite vengeance numérique. Sortant discrètement son téléphone, elle cadra parfaitement Camille, radieuse, souriant à un Luc hors champ, mais dont on devinait la présence masculine rassurante. Elle prit plusieurs clichés. Juliette savait exactement ce qu'elle allait en faire. Elle sélectionna la meilleure photo et la publia sur ses propres réseaux, sachant pertinemment que Laurent espionnait souvent ses comptes. La légende était simple et piquante, évoquant des rencontres merveilleuses sous le soleil du Sud. Camille fronça les sourcils en comprenant la manœuvre, s'inquiétant de la réaction de son futur ex-mari. Mais Juliette balaya ses doutes d'un revers de main. Laurent devait comprendre qu'il n'était pas le centre de l'univers et que Camille était redevenue une femme désirable. Le séjour à Nice se transforma en une thérapie accélérée. Le dernier soir, Juliette entraîna Camille dans un petit club de jazz caché dans les ruelles du Vieux-Nice. Le vin rouge coulait dans les verres, l'ambiance était électrique et chaleureuse. Camille, libérée par l'alcool et la musique, accepta même de chanter quelques notes avec l'orchestre local. Elle riait aux éclats, la tête renversée en arrière. Soudain, une voix familière s'éleva derrière elle dans la ruelle alors qu'elle rentrait à l'hôtel. C'était Luc. Il les avait suivis discrètement, charmé par la performance vocale de Camille. Les compliments pleuvaient, francs et respectueux. Camille rougissait comme une adolescente. Ce bref échange nocturne scella la magie des vacances. Luc échangea son numéro avec Camille. Juliette souriait dans l'ombre. Le poison nommé Laurent commençait enfin à quitter le système sanguin de son ami. Le retour à Paris s'annonçait sous de meilleurs auspices. Le contraste entre la lumière de la Côte d'Azur et la grisaille parisienne fut brutal. Elles rentrèrent sous une pluie battante, traînant leurs valises sur les trottoirs humides. La fatigue du voyage pesait sur leurs épaules. Elles décidèrent de passer par l'appartement de Camille pour déposer les affaires. Mais en arrivant sur le palier, Camille se figea brusquement. La clé refusait de tourner dans la serrure. Juliette s'approcha pour examiner la porte en bois massif. Le métal autour du cylindre portait de minuscules rayures, brillantes et récentes. Quelqu'un avait forcé l'entrée. La panique envahit les deux femmes. Camille recula, tremblante, imaginant des cambrioleurs encore présents à l'intérieur. Juliette, bien que terrifiée, refusa de céder à la peur. Le silence derrière la porte était absolu. Si quelqu'un était venu voler les bijoux modestes de Camille, il était probablement déjà loin. Il fallait en avoir le cœur net. Poussant lentement la porte, Juliette entra la première, le cœur battant à tout rompre. L'appartement était plongé dans une obscurité inquiétante. Le silence était lourd, presque palpable. Juliette attrapa la première arme improvisée qui lui tomba sous la main. Une lourde lampe en laiton massif qui trônait sur la console de l'entrée. Camille restait en retrait, n'osant pas respirer. Elles avancèrent à pas de loup vers le grand salon. Rien ne semblait avoir été fouillé. Les bibelots étaient à leur place. Juliette se détendit légèrement, pensant que Laurent était peut-être passé récupérer des documents en utilisant une méthode peu orthodoxe. Elle posa la main sur l'interrupteur mural de la salle de bain. C'est à ce moment précis qu'un cri strident, un hurlement de pure terreur, déchira le silence de l'appartement. Camille venait de voir une silhouette humaine se redresser lentement derrière le grand canapé du salon. Juliette bondit dans le salon, brandissant sa lampe en laiton, prête à frapper l'intrus de toutes ses forces. La silhouette leva les mains en l'air, cherchant à se protéger du coup imminent. La lumière du lampadaire extérieur traversait la fenêtre, éclairant à moitié le visage de l'homme. La lampe glissa des mains de Juliette pour atterrir lourdement sur le tapis épais. Camille était tombée à genoux, les mains plaquées sur sa bouche, incapable de formuler un mot cohérent. L'homme qui se tenait devant elle, amaigri, le visage marqué par une cicatrice récente,
portait des vêtements usés, mais son regard, ce regard doux et désolé, était impossible à confondre. C'était Antoine, l'ami d'enfance, le mari d'Isabelle, le riche philanthrope mort noyé et enterré dans un cercueil fermé des semaines d'auparavant. Antoine était là, vivant, respirant l'air de la pièce et suppliant les deux femmes de ne pas appeler la police. L'atmosphère dans le salon était surréaliste. Camille avait dû s'asseoir, le souffle court, tâtant le bras d'Antoine pour s'assurer qu'il n'était pas un fantôme né de son chagrin. La peau de l'homme était chaude, bien vivante. Juliette courut dans la cuisine pour chercher une bouteille de cognac. Il fallait un remontant puissant pour digérer cette résurrection impossible. Lorsqu'elle revint, Antoine buvait un verre d'eau d'une traite. Il expliqua d'une voix brisée qu'il n'avait jamais été dans ce cercueil. La mort avait été une mise en scène macabre, orchestrée par ceux en qui il avait le plus confiance. Les filles écoutaient, tétanisées. Comment un enterrement parisien de première classe avait-il pu être simulé? Qui reposait sous la luxueuse pierre tombale? Antoine secoua la tête, avouant qu'il ignorait les détails sordides de la substitution. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il avait survécu de justesse à une exécution sommaire ordonnée par sa propre épouse. La voix d'Antoine résonnait dans le silence de la nuit parisienne. Il remonta le temps, racontant la genèse de ce cauchemar. Tout avait commencé au Palais Garnier, lors d'une représentation à l'opéra. Il y avait rencontré Isabelle. Elle était apparue vêtue de velours, froide et majestueuse, avec des manières d'aristocrate d'un autre siècle. Antoine était tombé éperdument amoureux de cette créature énigmatique. Il croyait avoir trouvé la perle rare, une femme raffinée qui méritait de briller dans la haute société. Il l'avait épousée, la comblant de bijoux et d'attentions. Mais très vite, la façade avait commencé à se fissurer. Isabelle se plaignait de son ennui. Elle exigeait toujours plus d'argent, plus de reconnaissance sociale. Aveuglé par l'amour, Antoine avait commis l'erreur fatale de financer l'ouverture d'une boutique de prêt-à-porter de luxe dans le quartier chic du Marais. C'était le point de départ de sa chute vertigineuse. La boutique d'Isabelle était un gouffre financier. Les vêtements coûtaient une fortune et les clients étaient rares. Pourtant, malgré l'absence évidente d'acheteurs, Isabelle affichait des bénéfices insolents. Antoine, en homme d'affaires aguerri, avait rapidement compris que les chiffres ne correspondaient pas à la réalité. Intrigué et méfiant, il avait rendu une visite surprise à la boutique un après-midi pluvieux. La jeune vendeuse, effrayée, avait fini par avouer, moyennant une généreuse compensation financière. Isabelle recevait régulièrement la visite d'un homme très élégant. Ce mystérieux visiteur achetait des articles factices pour des sommes astronomiques. Antoine comprit avec effroi que la boutique de sa femme n'était qu'une vulgaire façade, une machine à blanchir de l'argent sale. Son monde d'élégance et de philanthropie s'effondrait. Sa femme bien-aimée était impliquée dans une organisation criminelle de haut vol. Dévoré par le doute, Antoine avait engagé un détective privé pour filer Isabelle. Les résultats ne s'étaient pas fait attendre. Les photographies montraient Isabelle dans les bras de son complice. Antoine reconnut immédiatement l'homme. C'était Laurent, le mari de Camille, son ami de longue date. Le choc de la double trahison fut insupportable. Laurent, le négociant en vin, utilisait la boutique d'Isabelle pour blanchir les revenus d'un trafic abject. Fou de rage, Antoine avait organisé une rencontre avec Laurent dans un grand restaurant de la capitale. Entre deux coupes de champagne, Antoine avait jeté les preuves sur la table. Il exigeait que le blanchiment cesse immédiatement, menaçant de tout révéler à la justice et de détruire leur réputation. Laurent avait écouté en silence, un sourire glacé aux lèvres. Il n'avait pas nié. Il avait simplement conseillé à Antoine de ne pas se mêler des affaires des grands. Antoine pensait avoir gagné la bataille. Il se trompait lourdement. Le soir même de cette confrontation, Antoine était rentré chez lui, l'esprit embrumé par l'alcool et la colère. Il avait affronté Isabelle, lui jetant les photos au visage. Elle n'avait montré aucun remords, le regardant avec le dédain d'un reptile. Elle avait froidement fait ses valises et quitté l'appartement. Antoine s'était endormi sur le canapé, épuisé. Son réveil fut un cauchemar absolu, l'odeur étouffante d'un coffre de voiture, les poignets cisaillés par des cordes épaisses,
un bâillon sale dans la bouche. Il sentait la route sinueuse sous lui. Le véhicule s'arrêta enfin dans une forêt dense, loin de toute civilisation. L'air était glacial. Un homme baraqué, au nez cassé de boxeur, le traîna hors du véhicule. Antoine reconnut la forêt de Fontainebleau. Il savait qu'il allait mourir ici, exécuté comme un chien sur ordre de la femme qu'il avait tant aimée. Le tueur tenait un couteau dont la lame luisait sous la lune. Mais la mort ne vint pas. Le tueur à gages dévisagea Antoine avec un sourire énigmatique. Étonnamment, il trancha les liens des jambes d'Antoine au lieu de lui égorger le cou. Le criminel déclara d'une voix rauque qu'il avait été payé pour le tuer, mais qu'il avait de meilleures raisons de le laisser en vie. Il lui conseilla de disparaître, de devenir un fantôme, car s'il remettait les pieds à Paris, Isabelle et Laurent finiraient le travail eux-mêmes. Le tueur disparut dans l'obscurité, laissant Antoine seul, transi de froid, au bord d'une rivière tumultueuse. Pour survivre, Antoine devait orchestrer sa propre disparition. Il trouva une paire de bottes de pêche en caoutchouc dans son coffre, marcha dans l'eau glacée pour effacer ses traces et abandonna son véhicule près de la berge. La mise en scène était parfaite. Les enquêteurs concluraient inévitablement à un suicide par noyade. Le piège de sa propre mort venait de se refermer sur lui. Antoine avait marché des heures dans la nuit glaciale jusqu'à trouver une route départementale. Un routier compatissant l'avait pris en stop, le déposant dans un petit village perdu des Alpes françaises. Là, sous un faux nom, il avait loué une modeste chambre chez une vieille dame. Sans papier, sans argent, il travaillait au noir pour payer sa survie. Les jours s'écoulaient dans une angoisse sourde. Puis il avait lu un article sur Internet. Un scandale sanitaire secouait la région de Bordeaux. Des bouteilles de vin contrefaites, étiquetées comme des grands crus, avaient empoisonné plusieurs personnes. Le trafic était relié à des sociétés écrans. Antoine avait compris. Laurent ne se contentait pas d'une fraude fiscale. Il vendait du poison aux riches naïfs. C'est ce qui générait ces millions blanchis par Isabelle. La colère avait remplacé la peur. Antoine devait revenir d'entre les morts. Il ne pouvait pas laisser ces assassins profiter de leurs crimes en toute impunité. Juliette et Camille étaient pétrifiées. Le conte de fées toxiques de Camille venait de se muer en un thriller sanglant. Laurent n'était pas seulement un mari infidèle, c'était un criminel de grande envergure. Antoine les regarda avec une intensité dramatique. Pour faire tomber Laurent et Isabelle, il fallait des preuves irréfutables, pas seulement des soupçons. Il savait que Laurent gardait un double registre comptable caché dans un coffre-fort, à l'intérieur de sa luxueuse villa de Saint-Cloud. Mais Antoine ne pouvait pas y aller sans risquer d'être reconnu ou abattu. Juliette comprit immédiatement le plan. Il fallait infiltrer la maison. Et une seule personne avait une excuse légitime pour se présenter à la porte de Laurent sans éveiller les soupçons immédiats. Camille. Elle devait jouer la comédie de sa vie, se faire passer pour l'ex-épouse éplorée, désorientée par la paperasse du divorce, pour s'introduire dans l'antre du loup. Le plan était audacieux et terrifiant. Camille accepta de jouer son rôle. Elle sortit son téléphone et appela Laurent, forçant sa voix à trembler. Avec une perfection d'actrice tragique, elle se plaignit d'avoir perdu d'importants documents administratifs et supplia Laurent de la laisser vérifier dans son ancienne chambre à Saint-Cloud. Laurent, irrité mais faussement magnanime, accepta. Il affirma qu'Isabelle était absente pour la journée. C'était la fenêtre de tir parfaite. Juliette et Antoine accompagnèrent Camille jusqu'aux abords de la riche banlieue parisienne. Ils se cachèrent derrière les hauts murs de pierre recouverts de lierre de la propriété voisine. Le cœur de Camille battait furieusement alors qu'elle sonnait à la porte de la maison qu'elle avait autrefois partagée. Laurent lui ouvrit, l'air suffisant. Camille pénétra dans le grand hall de marbre. Le chronomètre était lancé. Elle devait agir vite, avant que Laurent ne réalise la supercherie. À l'extérieur, la tension était insoutenable. Antoine et Juliette devaient créer une diversion majeure pour éloigner Laurent du coffre-fort situé dans le salon. Antoine s'approcha discrètement du luxueux SUV allemand de Laurent, garé dans l'allée gravillonnée. D'un violent coup de pied, il frappa la carrosserie. L'alarme du véhicule hurla dans la banlieue silencieuse, un son strident et continu.
Comme prévu, Laurent apparut à la porte d'entrée, furieux, persuadé qu'une bande de vandales s'attaquait à son précieux véhicule. Il courut vers le portail, injuriant des ennemis invisibles. À l'intérieur de la villa, Camille profita du chaos. Ses doigts tremblant sur le pavé numérique du coffre-fort dissimulé derrière un tableau contemporain. Antoine lui avait fourni le code. Un clic métallique résonna. La porte blindée s'ouvrit sur des liasses de billets et des dossiers cartonnés. Camille dégaina son téléphone et photographia chaque page des contrats frauduleux. La diversion fonctionna à merveille. Laurent, ne trouvant aucun coupable dans la rue, désactiva l'alarme et retourna en fulminant vers la maison. Camille avait juste eu le temps de refermer le coffre et de replacer le tableau. Quand Laurent entra dans le salon, elle faisait mine de fouiller naïvement dans un vieux tiroir de commode. Elle bredouilla des excuses, prit une enveloppe vide pour faire illusion et quitta la villa le plus rapidement possible. Une fois hors de vue, elle s'effondra presque dans les bras de Juliette et Antoine, cachés dans la ruelle adjacente. Les preuves étaient dans son téléphone, des contrats absurdes, des prix dérisoires pour des fûts de vin de contrebande, des signatures douteuses. Tout prouvait l'existence d'un réseau illégal massif. Laurent et Isabelle n'étaient plus intouchables. La chute de leur empire de mensonges et de poison était désormais écrite. De retour dans l'appartement sécurisé, l'euphorie retomba rapidement. Que faire de ces preuves? La police classique risquait de fuiter l'information, et Laurent avait les moyens de corrompre de nombreux fonctionnaires. Antoine avait la solution. Il connaissait un haut gradé à la brigade financière, un ancien camarade de service militaire d'une intégrité absolue. Antoine décida de quitter Paris immédiatement pour remettre les documents en main propre à son contact. Juliette, dont la vieille voiture tenait encore la route, proposa de servir de chauffeur pour éviter les gares sous haute surveillance. Le trajet dura plusieurs heures sous une pluie battante. Antoine et Juliette discutèrent longuement dans l'habitacle exigu. La rudesse cynique de Juliette fondait doucement face à la vulnérabilité et au courage d'Antoine. Une connexion inattendue, profonde et sincère, naissait entre ces deux survivants des tempêtes émotionnelles. Quelques jours s'écoulèrent dans une attente insoutenable. Camille reprenait peu à peu goût à la vie. Son anxiété s'évaporait, remplacée par un sentiment de force nouvelle. Elle avait affronté son bourreau et l'avait vaincu. Un soir, alors que les trois complices dînaient dans l'appartement de Camille, le téléphone sécurisé d'Antoine sonna. C'était son contact. Les rouages de la justice s'étaient mis en mouvement. Le contact annonça qu'un spécialiste des fraudes allait passer les voir pour finaliser les dépositions. Une demi-heure plus tard, la sonnette retentit. Antoine ouvrit la porte et fit entrer l'enquêteur. Camille et Juliette laissèrent échapper un cri de stupeur simultané. L'homme en costume sombre qui se tenait devant elle avec un sourire familier n'était autre que Luc, l'homme providentiel rencontré à Nice. Luc n'était pas un simple agent de tourisme. Il travaillait sous couverture pour les douanes françaises. Luc expliqua, non sans humour, la coïncidence magistrale de leur rencontre sur la Côte d'Azur. Il enquêtait déjà sur Laurent de loin et avait décidé de filer l'épouse de ce dernier pour observer son comportement. Il avait rapidement compris que Camille était une victime innocente dans ce réseau mafieux. Les documents fournis par le trio étaient la clé de voûte qui manquait à l'instruction. Les contrats de truqués, le blanchiment via la boutique d'Isabelle, tout s'emboîtait parfaitement. Luc promit que l'opération policière était imminente. Et en effet, 72 heures plus tard, à l'aube, les sirènes hurlèrent dans le quartier huppé de Saint-Cloud. Les forces de l'ordre défoncèrent la porte de la villa. Laurent fut extrait de son lit luxueux, menottes au poignet. Isabelle, dans le marais, subit le même sort. Son masque de froideur aristocratique se brisant face au flash des photographes de la presse locale. Leurs empires de verre venaient de voler en éclats. Le procès fit la une de toute la presse nationale. La fraude au grand cru, le blanchiment d'argent et la tentative d'assassinat sur la personne d'Antoine composèrent un dossier accablant. Isabelle tenta de jouer la veuve manipulée, avouant avoir payé un tueur en échange d'une nuit avec lui, une révélation qui choqua l'opinion publique bien plus que la fraude financière. Laurent fut condamné à une lourde peine de prison, dépouillé de tous ses biens.
On découvrit également que le cadavre enterré sous le nom d'Antoine appartenait à un marginal, dont le dossier dentaire avait été falsifié à coups de pots de vin colossaux. Camille regarda les images du verdict à la télévision avec une sérénité absolue. Elle ne ressentait plus aucune haine, juste un immense soulagement. La tumeur maligne qui rongeait sa vie avait été extraite. La justice des hommes avait enfin fait son œuvre, balayant l'arrogance de ceux qui se croyaient intouchables. La vie reprit ses droits avec une douceur inespérée. Antoine, officiellement ressuscité aux yeux de l'état civil, s'installa avec Juliette. Le cynisme de la jeune femme avait capitulé face à la bienveillance inébranlable de cet homme revenu des ténèbres. Ils formaient un couple d'une force tranquille. Quant à Camille, elle respecta la période de deuil de son mariage raté, retrouvant la lumière de ses cours de danse. Mais 1 an plus tard, sous le soleil éclatant du sud de la France, elle disait oui à Luc. Le mariage fut célébré dans un petit domaine viticole, cette fois honnête et sincère, loin des fastes toxiques de la capitale. Au moment de jeter le bouquet de la mariée, Camille visa parfaitement. Les fleurs blanches atterrirent directement dans les bras de Juliette. Les rires résonnèrent parmi les vignes. Le passé était définitivement enterré, non pas dans un cercueil de mensonges, mais sous les fondations solides d'une nouvelle vie. La justice finit toujours par rattraper ceux qui construisent leur bonheur sur la souffrance des autres. Laurent et Isabelle pensaient être les maîtres du jeu, mais la force de l'amitié et le courage de la vérité ont triomphé de leurs mensonges dorés. Si cette histoire de trahison, de survie et de rédemption dans la haute société française vous a tenu en haleine, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire. Et vous, auriez-vous eu le courage de confronter vos pires cauchemars comme Antoine et Camille l'ont fait? Dites-le nous dans les commentaires.